Sous la pluie battante de Saint-Clair, une générale de l'armée française, Élodie Beaumont, a été menottée, non pour un crime, mais pour le simple fait d'exister dans sa peau. La pluie tombait doucement sur Saint-Clair, un petit bourg niché dans les replis verts de la campagne française. Les gouttes s'écrasaient sur le pavé, formant des flaques miroitantes sous la lumière pâle des réverbères. L'air sentait l'humidité, la mousse et une vague amertume, comme si la terre elle-même retenait un secret. Au bout de la rue principale, l'enseigne de chez Margot clignotait, un néon jaune qui semblait hésiter à s'éteindre. Derrière la vitre embuée, une silhouette se dessinait, immobile, dans l'éclat discret d'une lampe. Élodie Beaumont, générale de division de l'armée française, était assise au volant de sa voiture noire, garée juste en face du dîner. Ses mains, gantées de cuir brun, reposaient sur le volant, avec une précision militaire. Ses doigts, légèrement usés aux extrémités, trahissaient des années de discipline, de cordes saisies sous des hélicoptères hurlants, de cartes dépliées sous des tentes poussiéreuses. Son uniforme, impeccable, portait 3 étoiles d'argent sur l'épaule gauche, discrète mais lourde de sens. À ses côtés, Claire, sa fille de 10 ans, dormait, la tête appuyée contre la vitre, un livre d'histoire glissé entre ses mains. Élodie ne bougea pas. Elle observa la rue, ses yeux sombres, scrutant chaque détail. Le clapotis de l'eau, le reflet des phares, le pas lent d'un passant sous un parapluie noir. Saint-Clair semblait endormie, mais elle connaissait ce genre de silence. Un silence qui juge, qui pèse, qui attend une faute. Elle coupa le moteur. Le tic-tac du tableau de bord s'arrêta, laissant place au murmure de la pluie. Élodie ajusta son képi, lissa une mèche rebelle, puis ouvrit la portière. L'air frais lui caressa le visage, portant l'odeur du pain chaud et du café venant du dîner. Claire remua, ouvrit les yeux. « On est où, maman ?» demanda-t-elle, sa voix douce, encore engourdie. Élodie sourit, un sourire rare, comme une étoile fugace. « Juste un arrêt, ma chérie. On va manger un peu. » Claire hocha la tête, attrapa son livre et suivit sa mère. Le gravier crissa sous leurs pas. Élodie marcha d'un pas assuré, chaque mouvement mesuré, comme si chaque foulée était un acte de défi face à un monde qui ne l'attendait pas. La clochette tinta lorsqu'elles poussèrent la porte de chez Margot. L'intérieur était chaleureux, saturé d'odeurs de soupe à l'oignon et de tartes aux pommes. Quelques clients levèrent les yeux, puis les baissèrent rapidement. Une serveuse, Margot, une femme aux cheveux grisonnants noués en chignon, s'approcha avec un sourire franc. « Bonsoir, asseyez-vous où vous voulez, je viens tout de suite. » Sa voix était directe, sans fioriture, mais sans mépris. Élodie hocha la tête, choisit une table près de la fenêtre. Claire s'installa en face, son livre ouvert, ses yeux curieux balayant la salle. Les regards pesaient sur elle. Un homme en chemise à carreaux, au fond, posa son journal, ses yeux glissant sur l'uniforme d'Élodie. Une femme, la fourchette en l'air, suspendit son geste, comme si le temps s'était figé. Un jeune homme, Antoine, un journaliste local, tapotait son téléphone, ses lunettes glissant sur son nez. Il releva la tête, intrigué par la présence d'Élodie. Les 3 étoiles sur son épaule scintillaient doucement sous la lumière tamisée. Personne ne parla, mais le silence hurlait. Élodie ne broncha pas. Elle retira ses gants, doigt par doigt, un rituel lent, presque sacré. Ses mains, nues, portaient des cicatrices légères, traces de combat qu'elle n'évoquait jamais. Elle posa son képi sur la table, aligné avec précision. Claire, elle, feuilletait son livre, indifférente au regard. Margot revint, un carnet à la main. « Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda-t-elle, son ton toujours égal. Élodie commanda un café noir et un croque-monsieur. Claire demanda un chocolat chaud. Margot hocha la tête, s'éloigna. Le jukebox, dans un coin, jouait une vieille chanson de Piaf. Mais le son s'arrêta brusquement, comme si quelqu'un avait coupé le fil. Dehors, une voiture de police stationnait, moteur grondant doucement. 2 silhouettes à l'intérieur, ombre floue sous la pluie. Élodie les remarqua sans tourner la tête. Elle connaissait ce genre de regard, celui qui mesure, qui doute, qui rejette sans un mot.
Elle but une gorgée de café, son amertume familière, comme un écho des jugements qu'elle avait toujours affrontés. À l'académie militaire, jeune cadette, elle était la seule femme de couleur dans sa promotion. Les instructeurs la regardaient avec un mélange de curiosité et de méfiance, comme si son excellence était une anomalie. Elle se souvenait d'un exercice tactique où elle avait surpassé tous ses camarades. Son plan, précis, audacieux, avait sauvé une simulation entière. Pourtant, un colonel, barbe grise, avait simplement dit « Bien, mais il vous manque l'instinct du terrain. » Ya sasti. Elle savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas une critique, c'était un mur. Elle n'avait pas protesté. Elle avait gravi ce mur, encore et encore, jusqu'à ce que ses étoiles d'argent brillent plus fort que leurs doutes. Dans le dîner, les murmures s'élevèrent, discrets mais tranchants. « Une générale, ici ?» chuchota une femme à son mari. « Ça doit être un costume, non ?» répondit-il, son ton moqueur. Antoine, le journaliste, fronça les sourcils, son instinct flairant une histoire. Il glissa son téléphone dans sa poche, prêt à noter. Claire releva les yeux de son livre, ses petites mains serrant les pages. « Maman, pourquoi il te regarde comme ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Élodie posa sa tasse, son regard calme, rencontrant celui de sa fille. « Parce qu'ils ne savent pas qui je suis, ma chérie, et parfois, ça leur fait peur. » Claire hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur sa mère, comme si elle cherchait à comprendre un monde trop grand pour elle. La porte s'ouvrit à nouveau. Jacques Fournier, un officier de police, entra, son uniforme impeccable, mais son col légèrement défait. Il était jeune, la trentaine, avec une assurance qui frôlait l'arrogance. Derrière lui, Pierre Dubois, son partenaire, plus âgé, suivait, un sourire en coin. Jacques balaya la salle du regard, s'arrêta sur Élodie. Ses yeux se plissèrent, glissant sur les étoiles de son uniforme. Il ne salua pas, ne sourit pas. Il s'approcha, ses bottes claquant sur le sol. « Bonsoir, dit-il, sa voix lente, presque traînante. « Belle tenue. Vous l'avez trouvée où ?» Le ton était moqueur, comme s'il parlait à une enfant déguisée. Élodie ne bougea pas. Ses yeux rencontrèrent les siens, calmes, inébranlables. « Je suis général de division Élodie Beaumont, armée française. Mon identité est dans ma poche gauche. Vous pouvez vérifier. » Sa voix était basse, précise, comme un ordre donné sur un champ de bataille. Jacques ricana, un rire sec qui résonna dans le silence du dîner. « Une générale, hein? Sans escorte? Dans un bled comme Saint-Clair ?» Il se tourna vers Pierre, cherchant un appui. Pierre haussa les épaules, son sourire s'élargissant. Margot, derrière le comptoir, posa son torchon, ses yeux passant de Jacques à Élodie. Elle ne dit rien, mais ses lèvres se pincèrent, comme si elle sentait l'orage venir. Antoine, lui, sortit discrètement son téléphone, son pouce glissant sur l'écran pour activer la caméra. Claire serra son livre contre sa poitrine, ses yeux écarquillés. Élodie resta immobile, son regard fixé sur un point entre les yeux de Jacques. « Vérifiez mon identité », répéta-t-elle, chaque mot pesant comme une pierre. Jacques fit un pas de plus, sa main droite tenant une lampe torche, l'autre frôlant son holster. « On va vérifier, oui, mais d'abord, sortez. On va discuter dehors. » Son ton n'admettait pas de refus. Élodie se leva lentement, ses mouvements fluides, sans hâte. Elle prit la main de Claire, qui la suivit, son livre toujours serré contre elle. Les clients du diner se figèrent, leurs fourchettes en suspens, leurs regards oscillant entre curiosité et malaise. Dehors, la pluie tombait plus fort, trempant le pavé. La lumière du réverbère projetait des ombres longues, comme des doigts accusateurs. Jacques pointa sa lampe torche sur le visage d'Élodie, un faisceau dur, inutile dans la lumière ambiante. « Montrez-moi votre carte », ordonna-t-il, sa voix tranchante. Élodie ouvrit son portefeuille, en sortit son identification militaire. La photo était nette, le sceau du ministère de la Défense clair. Jacques la prit, la scruta, ses yeux plissés.
Il la passa à Pierre, qui ricana. « Joli faux !» murmura-t-il, comme si c'était une plaisanterie partagée. Élodie ne broncha pas. « Vous savez lire, je présume ?» dit-elle, son ton neutre mais coupant comme une lame. Jacques serra les dents, son visage rougissant sous la pluie. « Vous vous prenez pour qui ?» lâcha-t-il, sa voix montant d'un cran. Il fit un geste brusque, attrapa le poignet d'Élodie. Le mouvement fut rapide, pas violent, mais assez ferme pour dire « Vous obéissez, maintenant ». Claire recula, ses yeux brillants de larmes contenues. « Maman !» cria-t-elle, sa voix aiguë perçant la pluie. Élodie tourna la tête, juste assez pour croiser son regard. « Ça va, Claire, reste calme. » Sa voix était un roc, un point d'ancrage, mais à l'intérieur, quelque chose se fissura. Pas de la peur, non, de la mémoire. Elle se revit, à 20 ans, à l'Académie militaire de Saint-Cyr, une cadette parmi des hommes, la seule peau sombre dans un océan de visages pâles. Lors d'un exercice, elle avait dirigé une équipe, sauvé une mission simulée. Les applaudissements étaient devenus, mais tardifs, comme si ses camarades attendaient une erreur qui n'arrivait jamais. Un instructeur, un homme aux yeux froids, lui avait dit « Vous êtes compétente, Beaumont, mais vous manquez de présence. » Elle avait compris. Ce n'était pas sa stratégie qu'il critiquait, c'était son existence. Jacques la fit pivoter, la plaqua contre la voiture de police. Le métal était froid, mouillé, collant sous ses mains. Les menottes claquèrent, un son sec, métallique, qui résonna dans ses oreilles comme un glas. Les étoiles sur son épaule, trempées, semblaient s'éteindre sous la pluie. Claire pleura doucement, son livre tombant dans une flaque. Antoine, à la fenêtre du dîner, filmait, son téléphone tremblant légèrement. Margot, derrière le comptoir, serra les poings, ses yeux lançant des éclairs. « Vous savez qui elle est ?» lança-t-elle, sa voix brisant le silence du dîner. Jacques l'ignora, mais ses épaules se raidirent. Pierre, lui, ricana. « Une actrice, peut-être ?» dit-il, moqueur. Les clients, figés, regardaient. Certains baissèrent les yeux, comme s'ils pouvaient effacer ce qu'ils voyaient. D'autres, comme une vieille femme au fond, murmurèrent une prière, les mains tremblantes. Élodie ne résista pas. Elle ne cria pas, ne protesta pas. Elle se tenait droite, même menottée, son regard fixé sur l'horizon. Elle connaissait ce moment. Elle l'avait vécu, pas sous des menottes, mais sous des regards, des mots, des silences. À l'aéroport, un jour, en civil, un agent de sécurité avait fouillé son sac 3 fois, demandant « Ce badge militaire, il vient d'où ?» À une réunion d'état-major, un général l'avait appelée « l'assistante », alors qu'elle présentait un plan stratégique. Chaque fois, elle avait choisi le silence, non par faiblesse, mais parce qu'elle savait. Crier ne change rien. Survivre, oui. Elle respira lentement, la pluie glissant sur ses joues comme des larmes qu'elle refusait de verser. Claire, à quelques pas, ramassa son livre, ses petites mains tremblantes. Antoine continuait de filmer, son souffle formant de la buée sur la vitre. Il murmura à lui-même « Ça, c'est une histoire. » Dans la voiture de police, Jacques s'assit au volant, son regard fixé sur Élodie à travers le rétroviseur. Pierre, à côté, sirotait un soda, son sourire toujours en place. « Tu crois qu'elle est vraiment générale ?» demanda-t-il, presque amusé. Jacques ne répondit pas. Ses mains serraient le volant, ses jointures blanches. Quelque chose en lui vacillait. Il avait vu des imposteurs, des fraudeurs, mais cette femme, elle ne pliait pas, elle ne baissait pas les yeux. Et ça le dérangeait. Élodie, elle, regardait par la fenêtre, les lumières de Saint-Clair floutées par la pluie. Elle ne pensait pas à Jacques ni à Pierre. Elle pensait à Claire, à ce que sa fille apprendrait ce soir, que le monde pouvait être cruel, mais qu'on pouvait rester debout. Elle pensa à sa propre mère, une femme d'origine sénégalaise qui cousait des robes pour survivre et qui lui avait dit un jour « Élodie, ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'as pas ta place. » Le diner était silencieux maintenant, hormis le clapotis de la pluie. Margot posa une main sur le comptoir, son regard fixé sur la voiture de police qui s'éloignait. Elle murmura « Ce n'est pas juste. »
Antoine arrêta d'enregistrer, mais son cœur battait fort. Il savait que ce qu'il venait de filmer n'était pas une simple altercation. C'était une fracture, une vérité qui allait éclater. Les clients reprirent leur conversation, mais leur voix était basse, comme s'ils craignaient de réveiller quelque chose. La vieille femme, au fond du dîner, prit une gorgée de thé, ses mains tremblant toujours. Un homme, un agriculteur du coin, posa sa fourchette, son appétit envolé. Il n'aurait pas dû faire ça, murmura-t-il à sa femme. Elle hocha la tête, mais ne répondit pas. À Saint-Clair, on ne parlait pas fort. On observait, on jugeait. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Quelque chose refusait de rester silencieux. La nuit s'était refermée sur Saint-Clair comme un rideau lourd, mais l'aube apportait une lumière crue, impitoyable. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un air humide, chargé d'une tension invisible. Dans la petite chambre d'hôtel où Élodie Beaumont et sa fille Claire s'étaient installées après l'incident, le silence était épais, ponctué seulement par le tic-tac d'une vieille horloge murale. Élodie, toujours en uniforme, déboutonna lentement sa veste, ses gestes précis, presque mécaniques. Les 3 étoiles d'argent sur ses épaulettes scintillaient faiblement sous la lampe. Claire, assise sur le lit, serrait son livre d'histoire contre sa poitrine, ses yeux sombres fixés sur sa mère. « Maman, pourquoi ils t'ont fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais claire, comme un ruisseau perçant la pierre. Élodie s'arrêta, ses mains suspendues au-dessus de son col. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit à côté de sa fille, posa une main sur son épaule, légère mais ferme. Parce que parfois, Claire, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais ce n'est pas à nous de plier. Claire hocha la tête, ses petites mains serrant le livre plus fort, comme si les mots imprimés pouvaient la protéger. À l'autre bout de Saint-Clair, chez lui, Antoine, le jeune journaliste, fixait l'écran de son téléphone. La vidéo qu'il avait tournée tremblait légèrement, mais chaque seconde était nette. Élodie, menottée, le visage immobile sous la lumière dure de la lampe torche de Jacques Fournier. Il hésita, son pouce planant au-dessus du bouton « Publier ». Il savait ce que cela signifiait. À Saint-Clair, on ne dérangeait pas l'ordre. On ne pointait pas du doigt la police locale, surtout pas un journaliste freelance qui vivait encore chez ses parents. Mais l'image d'Élodie, droite malgré les menottes, le hantait. Il murmura pour lui-même « Si je ne fais rien, qui le fera ?» Il appuya. La vidéo se répandit sur les réseaux sociaux, d'abord lentement, puis comme une vague déferlante. En quelques heures, elle atteignit des milliers de vues. Les hashtags « Justice pour Élodie » et « Saint-Clair honte » commencèrent à fleurir, portés par des internautes anonymes, des étudiants, des vétérans. Antoine, les yeux rougis par l'écran, sentit son cœur battre plus vite. Il n'était plus seulement un spectateur. Au dîner chez Margot, l'ambiance était différente ce matin-là. Les habitués, d'ordinaire bavards, murmuraient à peine. Margot, derrière son comptoir, essuyait des tasses avec une lenteur inhabituelle, ses yeux passant de la fenêtre à la porte. Elle repensait à la veille, à la voix d'Élodie, calme mais tranchante, face à Jacques. Elle revoyait Claire, ses petites mains tremblantes, ramassant son livre dans une flaque. « Ils n'avaient pas le droit », murmura-t-elle à une serveuse, Louise, une jeune femme aux cheveux blonds attachés en queue de cheval. Louise hocha la tête, mal à l'aise. « Tout le monde parle de la vidéo, Margot. Les gens sont en colère. » Margot posa sa tasse, ses lèvres pincées. « Il devrait, une générale, traitée comme une voleuse. Si on laisse passer ça, qu'est-ce qui vient ensuite ?» À la mairie, l'atmosphère était tendue. Le maire, Bernard Lemoine, un homme bedonnant à la moustache grisonnante, feuilletait des rapports, évitant le regard de ses conseillers. La vidéo d'Antoine tournait en boucle sur les chaînes locales. Les téléphones de la mairie sonnaient sans arrêt, des journalistes demandant des comptes, des habitants réclamant des explications. Bernard tapa du poing sur la table. « Comment est-ce qu'on a pu laisser ça arriver ?» lança-t-il à son adjoint, un homme discret nommé Paul. Paul haussa les épaules. Jacques a toujours été impulsif, mais là, il a dépassé les bornes.
Bernard soupira, passa une main sur son front. Il savait que Sinclair, avec sa façade paisible, cachait des fissures. Jacques Fournier, l'officier qui avait menotté Élodie, n'était pas un inconnu. Des rumeurs circulaient depuis des années. Des liens troubles avec un groupe local d'extrême droite, des commentaires racistes lors de soirées arrosées. Mais à Sinclair, on préférait fermer les yeux. Pendant ce temps, au commissariat, Jacques Fournier était assis dans une petite salle, face à son supérieur, le commissaire Henri Martin. Ses mains, posées sur la table, tremblaient légèrement. Il fixait le mur, évitant le regard d'Henri. « J'ai suivi la procédure », marmonna-t-il, sa voix rauque. Henri, un homme aux cheveux gris et au regard fatigué, secoua la tête. « Tu as menotté une générale de l'armée française, Jacques. Une générale. Et tu l'as traitée comme une criminelle. » Jacques serra les poings. Elle n'avait pas l'air. Il s'arrêta, conscient que ses mots le trahissaient. Henri se pencha en avant. Pas l'air de quoi? D'une générale? Parce qu'elle est noire? Jacques ne répondit pas. Son silence était une confession. À côté, Pierre Dubois, son partenaire, feuilletait un magazine, feignant l'indifférence. Mais ses doigts tapotaient nerveusement la table. Il savait que la vidéo changeait tout. Élodie, elle, n'avait pas dormi. Après avoir été relâchée dans la nuit, grâce à un appel rapide à un collègue du ministère de la Défense, elle était retournée à l'hôtel avec Claire. Le commissaire Martin, gêné, avait présenté des excuses hâtives, mais Élodie n'avait rien dit. Ses yeux, froids comme l'acier, avaient suffi. Elle s'était assise sur une chaise inconfortable, son téléphone posé devant elle. Elle composa un numéro, celui de Sophie Leroux, une avocate spécialisée dans les droits humains, rencontrée lors d'une conférence à Paris. « Sophie, dit-elle, sa voix basse mais ferme, ils m'ont menotté, sans raison, à Sinclair. » De l'autre côté de la ligne, Sophie resta silencieuse un instant, puis répondit « Je viens, et on ne va pas laisser ça passer. » Élodie raccrocha, son regard se posant sur Claire, endormie sur le lit. Elle murmura « Pas cette fois. » La vidéo d'Antoine continuait de se propager. À Paris, des étudiants en journalisme la partageaient dans leur groupe. À Lyon, des vétérans, dont M. Lefebvre, un ancien colonel qui avait servi sous les ordres d'Élodie, la regardaient, incrédules. Lefebvre, un homme robuste aux cheveux blancs, tapa du poing sur sa table. « C'est elle, Élodie Beaumont, la meilleure stratège que j'ai connue. Et ils osent. » Il prit son téléphone, contacta un ami journaliste au Figaro. « Il faut que ça sorte, » dit-il, sa voix tremblante de colère. À Sinclair, les habitants commençaient à se rassembler. Devant la mairie, une petite foule menée par des jeunes brandissait des pancartes. « Justice pour Élodie. Stop aux abus. » Une adolescente, Camille, une amie de classe de Claire, tenait un mégaphone. « On ne peut pas rester silencieux, » cria-t-elle, sa voix résonnant dans la place. Les passants s'arrêtaient, certains hochaient de la tête, d'autres baissaient les yeux. Claire, elle, n'était pas à la manifestation. Elle était dans la chambre d'hôtel, un carnet sur les genoux. Elle écrivait, d'une écriture maladroite, mais déterminée. « Chère rédaction, » commença-t-elle, « je m'appelle Claire Beaumont. Hier soir, ma maman, qui est générale dans l'armée, a été menottée. Elle n'avait rien fait. Elle était juste elle. » Ces mots étaient simples, mais chaque lettre portait le poids de ce qu'elle avait vu. Elle plia la feuille, la glissa dans une enveloppe. « Je vais l'envoyer au journal, » dit-elle à Élodie, ses yeux brillants. Élodie posa une main sur sa tête. « Tu es sûre, ma chérie ?» Claire hocha la tête. « Ils doivent savoir. » Élodie sourit, un sourire mêlé de fierté et de douleur. Elle savait que sa fille, à 10 ans, venait de franchir un seuil que beaucoup d'adultes évitaient. Le lendemain, la lettre de Claire parut dans le journal local, La Voix de Sinclair. Le rédacteur en chef, un homme discret nommé Étienne, avait hésité à la publier. Mais en lisant les mots d'une enfant, il avait senti une lame lui traverser le cœur. « Si ma maman, qui protège la France, peut être traitée comme ça, alors qui est en sécurité ?» écrivait Claire. L'article, accompagné de la vidéo d'Antoine, fit l'effet d'une bombe. Les chaînes nationales,
France 2, TF1 reprirent l'histoire. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des intellectuels parisiens, des activistes, des militaires, tous commentaient. Élodie devint un symbole, non pas parce qu'elle l'avait voulu, mais parce que sa dignité, même menottée, était une accusation silencieuse contre un système défaillant. À Paris, Sophie Leroux arriva à Saint-Clair en train, son attaché-case à la main. Elle était petite, mais son regard perçait comme une flèche. Elle rencontra Élodie dans un café discret, loin des regards curieux. « On peut porter plainte, Élodie, » dit-elle, son ton professionnel mais empreint de colère. Fournier n'a pas seulement abusé de son pouvoir, il a un passé. J'ai des contacts qui peuvent creuser. Élodie but une gorgée de café, son regard fixé sur la tasse. Je ne veux pas d'une vengeance, Sophie. Je veux que ça change. Sophie fronça les sourcils. Tu es sûre? On peut faire tomber Fournier. Élodie secoua la tête. Ce n'est pas juste lui, c'est tout le système qui l'a laissé faire. Sophie hocha la tête, impressionnée par la clarté de son amie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Élodie posa sa tasse. On va leur donner un miroir. Jacques Fournier, lui, sentait le sol se dérober. La vidéo d'Antoine tournait sur son téléphone, chaque vue comme une aiguille plantée dans sa poitrine. Il savait qui était Élodie, maintenant. Il l'avait su dès qu'il avait vu son identité, mais il avait refusé de l'admettre. Parce qu'admettre, c'était reconnaître qu'il avait eu tort. Et Jacques Fournier n'avait jamais eu tort. Pas à Saint-Clair, où il était le gardien de l'ordre. Mais les souvenirs refaisaient surface. 8 ans plus tôt, il avait été écarté d'un programme de formation militaire pour des propos tenus lors d'un exercice. Les recrues noires, elles manquent de discipline, avait-il dit, pensant que ça passerait. Ça n'était pas passé. Une officière, une femme à la peau sombre, avait rédigé un rapport. Élodie Beaumont. Il n'avait jamais oublié son nom, et maintenant, elle était là, à Saint-Clair, face à lui, sans un mot de reproche, mais avec une présence qui le déstabilisait. Dans le dîner, Margot reçut un appel d'un journaliste de Paris. « Madame, vous étiez là hier soir. Pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé ?» Margot hésita, puis répondit. « J'ai vu une femme droite, digne, être humiliée sans raison, et j'ai vu ma ville rester silencieuse. » Sa voix tremblait, non de peur, mais de colère. Elle raccrocha, ses mains serrant le comptoir. Louise, la serveuse, s'approcha. « Margot, tu penses qu'on a bien fait de parler ?» Margot hocha la tête. « Si on se tait, on devient comme eux. » Dehors, la foule devant la mairie grossissait. Camille, l'adolescente au mégaphone, criait « On veut des réponses! Pourquoi une générale a été traitée comme une criminelle ?» Les pancartes s'agitaient, les voix s'élevaient. Saint-Clair, ce bourg endormi, s'éveillait dans un tumulte qu'il n'avait jamais connu. Monsieur Lefebvre, le vétéran, organisa une réunion dans une salle communale. Il invita des anciens camarades, des habitants, des jeunes. « Élodie Beaumont a sauvé des vies en mission », déclara-t-il, sa voix forte, vibrante. « Elle a commandé des unités dans des zones de guerre, et ici, on l'a menottée comme une voleuse. Si on laisse ça passer, on trahit tout ce pour quoi elle s'est battue. » Les gens écoutaient, certains hochèrent la tête, d'autres baissèrent les yeux. Une femme, une institutrice nommée Marianne, leva la main. « Mais que peut-on faire? Ce n'est qu'un incident. » Lefebvre la regarda, ses yeux brillants. « Un incident? Non, c'est une fissure, et si on ne la répare pas, tout s'écroule. » Élodie, elle, refusait les interviews. Les journalistes appelaient, les caméras attendaient devant l'hôtel. Mais elle restait silencieuse, non par orgueil, mais parce qu'elle savait que les mots seuls ne suffisaient pas. Elle rencontra Sophie et Lefebvre dans une salle prêtée par la mairie. « Je veux proposer quelque chose, » dit-elle, sa voix calme mais résolue. Elle sortit une feuille, un brouillon manuscrit. Un protocole, une réforme, pour que chaque officier de police apprenne à se regarder dans un miroir avant de juger. Sophie lut le document, ses yeux s'écarquillant. « Élodie, c'est ambitieux. Tu penses qu'ils accepteront ?» Élodie haussa les épaules. « Ils n'ont pas le choix. La vérité est dehors, maintenant. »
La vidéo d'Antoine atteignit 1 million de vues. Les chaînes nationales diffusaient des débats. Des experts analysaient chaque seconde. Les militaires, indignés, partageaient des anecdotes sur Élodie. Sa bravoure à Gao, sa stratégie à Djibouti, son calme sous pression. Claire, elle, reçut des messages d'enfants de son âge, certains lui disant « Tu es courageuse ». Elle ne se sentait pas courageuse. Elle se sentait en colère, blessée, mais aussi déterminée. Elle écrivit une autre lettre, cette fois à un magazine national. « Ma maman protège la France », écrivit-elle. Mais hier, personne ne l'a protégée. Pourquoi? Ces mots, simples, firent trembler les cœurs. À Saint-Clair, la foule devant la mairie ne se dispersait pas. Les pancartes s'accumulaient, les voix s'unissaient. Et au cœur de ce tumulte, Élodie restait immobile, comme une ancre dans la tempête, prête à transformer une injustice en un changement durable. Le ciel de Paris était gris, lourd de nuages bas, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Élodie Beaumont se tenait dans une salle austère du Palais Bourbon, ses 3 étoiles d'argent scintillant discrètement sur son uniforme. Les murs, ornés de boiseries anciennes, semblaient absorber les murmures des parlementaires et des journalistes massés au fond. Devant elle, une commission spéciale, réunie à la hâte après l'incident de Saint-Clair, l'écoutait. Élodie posa ses mains sur la table, ses doigts alignés avec une précision militaire. Sa voix, lorsqu'elle parla, était claire, sans trembler, mais chaque mot portait le poids d'une vie entière de combats silencieux. « Messieurs, mesdames, commença-t-elle, ce qui s'est passé à Saint-Clair n'est pas un incident isolé, c'est un symptôme d'un mal plus profond, celui des jugements hâtifs, des préjugés qui aveuglent. » Les regards se croisèrent, certains mal à l'aise, d'autres intrigués. Élodie déplia une feuille manuscrite, son écriture nette comme un plan de bataille. « Je propose le protocole miroir, » dit-elle, un programme pour que chaque officier de police apprenne à se regarder avant de juger, à se demander « est-ce que je vois une personne ou seulement ce que je veux voir ?» Un silence suivit, dense, presque palpable. Un député, un homme aux lunettes épaisses, fronça les sourcils. « Général Beaumont, c'est ambitieux, mais réalisable ?» Élodie le fixa, son regard d'acier. « Si nous pouvons envoyer des soldats en mission, nous pouvons apprendre à nos officiers à réfléchir. » Aussi, à Saint-Clair, la vie semblait suspendue. Les rues, d'ordinaire calmes, vibraient d'une énergie nouvelle. Devant la mairie, les pancartes des manifestants s'amoncelaient, certaines tachées par la pluie, mais toujours lisibles. « Justice pour Élodie. Plus jamais ça. » Camille, l'adolescente au mégaphone, était devenue une figure locale, sa voix aiguë portant loin. Elle parlait aux passants, aux caméras, à quiconque écoutait. « On ne veut pas seulement des excuses, » criait-elle, « on veut du changement. » À ses côtés, Julien, un garçon de 14 ans, timide, les joues creusées par des années de moquerie à l'école, serrait une pancarte qu'il avait fabriquée lui-même. Pas de justice, pas de paix, y était écrit en lettres rouges, maladroites mais sincères. Julien n'avait jamais manifesté, il n'avait jamais levé la voix. Mais la lettre de Claire, publiée dans La Voix de Saint-Clair, l'avait secoué. Une fille de 10 ans, plus courageuse que lui, avait osé parler. Alors, il était là, debout sous la pluie, tremblant mais déterminé. Chez Margot, le dîner était devenu un point de ralliement. Les habitués, autrefois silencieux, discutaient à voix haute. Margot, derrière son comptoir, servait du café, écoutant les conversations. « Elle a raison, cette générale, » dit un vieil homme, un ancien cheminot nommé René. « On ne peut pas continuer comme ça, à fermer les yeux. » Louise, la serveuse, hocha la tête, son torchon à la main. « Mais est-ce que ça va changer quelque chose ?» demanda-t-elle, sceptique. Margot posa une tasse, son regard dur. « Si on ne croit pas au changement, alors on a déjà perdu. » À une table près de la fenêtre, Antoine, le journaliste, tapait frénétiquement sur son ordinateur.
Sa vidéo avait dépassé les 2 millions de vues. Les messages affluaient. Des soutiens, des critiques, des menaces. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours, mais ses doigts ne s'arrêtaient pas. Il écrivait un article pour un journal national, titré « Sinclair, le miroir d'une France fracturée ». Chaque mot était un cri, un appel à ne pas détourner les yeux. Au commissariat de Saint-Clair, une nouvelle silhouette se dessinait. Amina Khalil, une femme d'une quarantaine d'années, originaire d'Oran, venait d'être nommée chef de la police locale. Ses cheveux noirs, attachés en un chignon strict, encadraient un visage marqué par des années de service. Elle avait grandi dans une banlieue parisienne, où les regards des officiers de police étaient souvent des murs. Elle connaissait Jacques Fournier, ou du moins son type, des hommes qui voyaient son origine avant son badge. Jacques, lui, n'était plus là. Après une enquête interne, déclenchée par la vidéo et les révélations sur son passé, des liens avec un groupe d'extrême droite, des plaintes ignorées, il avait été suspendu, puis licencié. Pierre Dubois, son partenaire, avait demandé une mutation, préférant fuir que d'affronter les regards. Amina, debout dans son nouveau bureau, observait les dossiers empilés. Elle murmura « On va faire autrement maintenant. » Elle avait lu le brouillon du protocole miroir, envoyé par Élodie via Sophie Leroux. Elle y croyait. Pas par idéalisme, mais parce qu'elle savait ce que c'était d'être jugée avant d'être vue. À Paris, le protocole miroir prenait forme. Sophie Leroux, l'avocate, travaillait sans relâche, rencontrant des fonctionnaires, des officiers, des élus. Elle portait des tailleurs impeccables, mais ses yeux brûlaient d'une colère contenue. Ce n'est pas juste une formation, expliquait-elle lors d'une réunion au ministère de l'Intérieur. C'est une révolution de la pensée. Chaque officier devra suivre des ateliers, confronter ses biais, écrire ce qu'il ressent. S'il refuse, il ne portera pas l'uniforme. Les fonctionnaires hochèrent la tête, certains convaincus, d'autres sceptiques. Mais la pression publique était trop forte. La vidéo d'Antoine, la lettre de Claire, les manifestations à Saint-Clair et au-delà avaient allumé un feu que personne ne pouvait éteindre. Le protocole fut adopté, d'abord à titre expérimental, dans 5 départements. Élodie, informée par un appel de Sophie, ne sourit pas. Elle hocha simplement la tête, son regard fixé sur l'horizon parisien. « C'est un début », murmura-t-elle. À Saint-Clair, Élodie et Claire organisèrent une rencontre au dîner chez Margot. Les tables avaient été poussées pour former un cercle. Les habitants, jeunes et vieux, s'assirent, maladroits au début, puis plus à l'aise. Élodie prit la parole, sa voix douce mais ferme. « Je ne veux pas de vengeance, » dit-elle. « Je veux que nous parlions, que nous écrivions ce que nous avons vu, ce que nous avons tu. » Elle tendit des carnets distribués par Margot et Louise. Les gens écrivirent, certains avec hésitation, d'autres avec ferveur. René, le cheminot, écrivit sur la fois où il avait vu un collègue insulter un ouvrier maghrébin sans intervenir. Camille écrivit sur les moqueries qu'elle entendait à l'école, visant les élèves différents. Julien, le garçon timide, écrivit sur sa peur de parler, sur les années passées à baisser la tête. Claire, elle, écrivit une phrase simple. « Je veux que ma maman soit respectée. » Les carnets furent lus à voix haute, les voix tremblantes, les larmes coulant parfois. Élodie écoutait, immobile, son cœur serré, mais fier. Julien, inspiré par Claire, fit quelque chose qu'il n'avait jamais osé. À l'école, il vit un garçon, Malik, moqué pour son accent. Les rires fusaient, cruels, dans la cour. Julien s'approcha, les poings serrés. « Arrêtez, » dit-il, sa voix tremblante mais claire. Les autres se turent, surpris. Malik le regarda, ses yeux écarquillés. Ce n'était qu'un moment, mais pour Julien, c'était une victoire. Il pensa à Claire, à ses mots dans le journal. Il pensa à Élodie, debout sous la pluie, menottée mais droite. Il se sentit plus grand, comme si une partie de leur courage s'était glissée en lui. Le protocole miroir s'étendit. À Lyon, à Marseille, à Lille, les officiers de police commencèrent les ateliers. Ils écrivaient, lisaient, parlaient. Certains résistèrent, murmurant que c'était une perte de temps.
Mais Amina, à Saint-Clair, montrait l'exemple. Elle partageait de son histoire. Ces années à prouver qu'elle méritait son badge. Si je peux changer, disait-elle, vous le pouvez aussi. Les officiers écoutaient, certains touchés, d'autres défiants. Mais les carnets, remplis de confessions, de doutes, de vérités, devenaient des miroirs qu'ils ne pouvaient ignorer. Élodie quitta Saint-Clair un matin, Claire à ses côtés. Elles marchèrent dans les rues de Paris, anonymes dans la foule. Élodie ne cherchait pas les honneurs, ni les caméras. Elle ne voulait pas être un symbole, elle voulait que le protocole vive, qu'il change les cœurs, les esprits, les regards. Claire, son livre sous le bras, leva les yeux vers sa mère. « Maman, tu crois qu'ils vont apprendre ?» Élodie s'arrêta, posa une main sur l'épaule de sa fille. « Certains, oui, et c'est assez pour commencer. » Elles reprirent leur chemin, leurs silhouettes se fondant dans la lumière pâle de Paris. Derrière elles, Saint-Clair, la France, le monde portaient une cicatrice. Mais dans cette cicatrice, il y avait une promesse, celle d'un miroir qui ne mentirait plus. Dans l'histoire d'Élodie Beaumont, une générale de l'armée française confrontée à l'injustice dans le bourg de Saint-Clair, nous sommes invités à plonger dans une réflexion profonde sur la société française, ses fractures, ses silences et ses espoirs. Cette histoire, ancrée dans une réalité où les préjugés peuvent transformer un uniforme étoilé en un motif de suspicion, résonne avec une force particulière dans le contexte culturel français. En France, où l'égalité est inscrite dans la devise républicaine, les écarts entre les idéaux et la réalité quotidienne nous interrogent. À travers le parcours d'Élodie, de son humiliation publique à sa proposition visionnaire du protocole miroir, nous découvrons des leçons universelles, mais aussi des vérités spécifiquement françaises qui nous appellent à agir dans nos vies quotidiennes. D'abord, l'histoire met en lumière l'impact des préjugés. Élodie, une femme noire, générale de division, est menottée non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle représente aux yeux de ceux qui la jugent. Ce moment, capturé sous la pluie de Saint-Clair, reflète une vérité douloureuse. En France, malgré les discours sur l'universalisme, les apparences continuent de peser lourd. La culture française valorise l'élégance, la retenue, mais aussi la justice. Pourtant, comme le montre l'incident, ces valeurs peuvent être éclipsées par des réflexes de méfiance. La leçon ici est claire. Nous devons apprendre à voir au-delà des apparences, à questionner nos jugements hâtifs. Dans nos vies, cela signifie écouter avant de parler, observer avant de condamner. Que ce soit au travail, dans un café ou dans une salle de classe, chaque interaction est une occasion de briser les murs invisibles que nous érigeons. Ensuite, l'histoire d'Élodie nous enseigne le pouvoir du silence et de la dignité face à l'injustice. Lorsqu'elle est menottée, Élodie ne crie pas, ne proteste pas. Elle reste droite, son regard fixé sur l'horizon comme une ancre dans la tempête. Cette retenue, si française dans son élégance stoïque, n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle rappelle la philosophie de figures comme Albert Camus, qui prônait la révolte intérieure avant l'action extérieure. Pour nous, cela signifie que face à l'injustice, qu'elle soit personnelle, comme une remarque blessante, ou systémique, comme une discrimination, nous pouvons choisir la dignité. Cela ne veut pas dire se taire, mais agir avec mesure, avec une force qui ne se plie pas. Appliqué à la vie quotidienne, cela nous pousse à répondre aux conflits avec calme, à chercher des solutions plutôt que des confrontations. La lettre de Claire, la fille d'Élodie, et la vidéo d'Antoine soulignent une autre leçon. Le courage des voix jeunes et marginales peut changer le cours des choses. En France, où la jeunesse est souvent perçue comme impulsive ou désengagée, l'histoire montre que les enfants et les outsiders, comme Antoine le journaliste freelance, peuvent être des catalyseurs. Claire, à 10 ans, écrit des mots qui touchent les cœurs. Antoine, avec son téléphone, révèle une vérité que Saint-Clair aurait préféré cacher. Cela nous rappelle que chacun, peu importe son âge ou son statut, a le pouvoir d'agir. Dans nos vies, nous pouvons encourager les jeunes à s'exprimer, à écrire, à filmer, à partager. Nous pouvons aussi être des Antoine, ceux qui osent briser le silence, même au risque de déplaire. Que ce soit en signalant une injustice au travail ou en soutenant une cause locale, chaque geste compte.
Le protocole miroir proposé par Élodie est peut-être la leçon la plus puissante. Ce programme, qui demande aux officiers de police de se regarder dans un miroir, de confronter leurs biais, incarne une idée profondément française, l'introspection comme chemin vers le progrès. En France, pays de philosophes comme Sartre et de Beauvoir, l'idée de se questionner soi-même est ancrée dans la culture. Le protocole nous invite à faire de même dans nos vies. Combien de fois avons-nous jugé sans réfléchir? Combien de fois avons-nous fermé les yeux sur une injustice par confort? Appliquer cette leçon, c'est prendre le temps, chaque jour, de nous demander: ai-je agi avec justice? Ai-je écouté? Cela peut être aussi simple qu'un moment de réflexion avant une décision, ou aussi complexe que de remettre en question nos habitudes sociales. Enfin, l'histoire nous enseigne que le changement véritable ne vient pas des héros solitaires, mais des communautés qui se lèvent. À Saint-Clair, ce sont Margot, Camille, Julien, Amina et les habitants qui, chacun à leur manière, refusent le silence. En France, où le collectif a toujours joué un rôle, des révolutions aux manifestations modernes, cette idée résonne. Nous ne pouvons pas attendre qu'un seul individu change le monde. Nous devons, comme les habitants de Saint-Clair, écrire, parler, manifester, écouter. Dans nos vies, cela peut signifier rejoindre une association, organiser une discussion dans notre quartier ou simplement tendre la main à quelqu'un qui se sent exclu. Le changement commence par des actes petits, mais cumulés, ils deviennent une vague. Cette histoire, en somme, est un miroir tendu à la France et à chacun de nous. Elle nous demande de regarder nos failles, mais aussi notre potentiel. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un slogan, mais une pratique quotidienne, que la dignité est une arme, que le courage peut venir d'une enfant, d'un journaliste, d'une serveuse, et que, comme Élodie, nous pouvons transformer une blessure en une réforme. Alors, dans nos vies, prenons ce miroir, regardons-nous et agissons. Si cette histoire vous a touché, si les mots de Claire, le courage d'Élodie ou la détermination de Saint-Clair vous ont inspiré, alors agissez. Cliquez sur «J'aime» pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent voir, réfléchir, échanger. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui donnent du sens à notre monde. Et laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire a éveillé en vous, ou partagez une expérience où vous avez brisé le silence. Ensemble, faisons de chaque miroir une promesse de justice.